Bonjour à toutes et à tous. On a attendu 2 minutes, on va donc commencer. Merci beaucoup d'être là. Nous sommes ravis de faire cette présentation devant vous aujourd'hui. Je ne suis pas tout seul, vous le voyez donc à l'écran. Il y a au centre, mais qui n'est pas au centre spécialement pour être au centre, un Groupama Ganvi, GGV. Donc c'est une marque un peu business to business que vous connaissez peut-être, qui est une marque donc, de Groupama pour sa filiale entité Vie, épargne retraite prévoyance immobilier. Très bien entouré par DataIQ. Nous avons ici David. Bonjour à tous, David Béard. Je suis Data Scientist pour la partie services financiers assurance chez DataIQ. Et DataIQ, c'est un logiciel de data science qui s'adresse à toutes les industries, mais en particulier aussi à l'assurance. Et ça fait partie des logiciels qui ont été utilisés pour les travaux de ce projet-là. Et nous travaillons avec DataIQ depuis longtemps, donc c'est une belle occasion de présenter ça ensemble aujourd'hui. Et je suis aussi accompagné de Zakaria qui travaille avec moi. Zakaria, je te laisse te présenter en un mot. Donc Zakaria Zouira, je suis chef de projet data au sein de Groupama Ganvi. Voilà. À la Digital Factory. Vous le voyez donc aussi, nous avons Novatech qui a travaillé avec nous, donc expert en machine learning, société de conseil. Nous avons Aurélien dans la salle qui se reconnaîtra et qui nous posera des questions compliquées à la fin, comme c'est convenu. C'est toi qui as la main sur les slides. Alors ils sont en anglais, je vais rester en français évidemment. Sur le contexte très général, donc on parle de fraude, c'est pas dans le titre parce que la longueur du titre était limitée à un certain nombre de caractères et on voulait donc insister dans le titre sur le fait que on a des méthodes classiques qui sont plutôt supervisées, donc targetées sur de la fraude avérée. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est tester le non supervisé et on a fait un pas de plus, c'est le dernier bullet point, donc d'avoir plus de nuances, je vais reprendre le mot de nuance donc, de la dernière phrase, et on a combiné du supervisé avec du non supervisé. On vous en dit un petit peu plus, c'est vraiment l'objet de la présentation d'aujourd'hui qui est assez technique. Sur le volet métier, le cas d'usage, c'est de la détection de fraude. On parle de fraude en arrêt de travail, donc c'est sur de l'indemnité journalière, en multirisque prévoyance. Ce sont des contrats individuels. Le deuxième bullet point vous explique qu'on ne part pas de rien, c'est-à-dire à Groupama et plus spécifiquement au Groupama Ganvi, on a mis en place des requêtes automatisées, donc mensuelles, trimestrielles, avec un certain nombre de règles très simple mais pertinente pour autant, fondée sur l'âge, sur des augmentations récentes de garantie, sur certains critères, donc moins d'une dizaine de critères, mais qui sont d'ores et déjà efficaces. Et ce qu'on voulait faire, nous, c'est aller plus loin. Sans m'embrouiller dans les bullet points ici, là c'est bon. Le troisième bullet point, c'est ce qu'on a mis en place, donc il y a maintenant 1 an à peu près. C'est un modèle supervisé. Donc gradient boosting, ElasticNet, on en a testé pas mal et qui donne ces résultats là que vous avez donc à l'écran. C'est les résultats, c'est pas une matrice de confusion, mais c'est les métriques d'une matrice de confusion. Les deux principaux à considérer en termes de modèle de fraude, à notre avis, ce sont les deux premiers. C'est le rappel et puis la précision. Le rappel, ce sont les vrais positifs sur toutes les fraudes avérées. Donc en fait, c'est un peu le taux de succès du modèle. La précision, c'est toujours les vrais positifs trouvés par la prédiction par rapport à tous les positifs estimés. Et du coup, là, c'est le taux de succès pour les gestionnaires à qui on va passer donc, ces données-là. Donc, on considère, nous, donc, à Groupama, qu'on a deux métriques qui sont dépendantes l'une de l'autre et qui sont importantes, donc la précision qui est, et le recall, donc respectivement taux de succès des suspicions qu'on va donner à nos gestionnaires. Il ne faut pas la décevoir, il ne faut pas qu'ils aillent chercher des dossiers qui sont vraiment pas de la fraude, et le taux de succès du modèle, c'est-à-dire par rapport à une target, le nombre de fraudes qu'on pourra trouver donc par rapport à cette métrique de la matrice de confusion.
Cette slide-là, je vais la passer assez rapidement. On peut vous dire là-dessus, enfin c'est tout ce qui est data prep, hein, donc j'ai pas d'éléments nouveau à apporter là-dessus, hein. C'est une préparation donc très bien faite et en même temps relativement classique. Ce qu'on peut vous dire au niveau des métriques, hein, c'est 20 000 sinistres ou prestations de fraude, donc ça c'est le nombre de lignes, et puis on a une centaine donc de variables, y compris du future engineering. L'autre élément, et donc vous le verrez qui sera très important dans la présentation, c'est que en matière de fraude, et je pense qu'on est tous dans le même cas, on a des modèles qui sont des signaux faibles. On tourne autour de 0,5% en nombre en montant, hein, sur la fraude, et que notre pôle antifraude a effectivement donc détecté et qu'on a qualifié, targeté en fraude avérée. On est sur ces signaux-là qui sont relativement faibles. Et le machine learning, n'ayant pas de baguette magique, nous sommes obligés de pré-processer avec des méthodes qui sont décrites dans la slide d'après. Juste une petite précision, si je peux me permettre, les 29 000 effectivement, c'est un des réseaux de Groupama, c'est pas tous les réseaux effectivement. Là on le fait sur un seul des réseaux, il y en a plusieurs chez Groupama, c'est pas la totalité, mais on n'a pris qu'un seul parmi, je crois qu'il y en a 5 ou 7 réseaux de distribution de nos produits de vie. Exactement, merci pour la précision. Slide après, donc là c'est l'état des lieux du début, donc je ne vais pas commenter, hein, c'est pas réellement des matrices de confusion, mais c'est pour vous indiquer un petit peu donc la taille de notre échantillon de test, hein. Vous verrez, on est donc sur la vingtaine de fraudes avérées. Ici c'est tout simplement si on applique les règles des requêtes que je vous ai signalées, aucune fraude ne matche l'ensemble des règles. Mais ceci dit, enfin je ne sais pas si c'est clair, enfin, on a un biais quand même d'ancrage. Notre pôle antifraude a fonctionné depuis des années sur ces règles que je vous ai citées, et du coup un autre challenge, ça sera de se détacher de ces règles sur lesquels on fait apprendre le modèle, et il faut aussi qu'on aille voir ailleurs sur de la fraude qu'on n'a pas encore détectée pour apprendre à la détecter et donc la repérer plus facilement. Donc je passe rapidement sur cette slide. La partie basse est vraiment fondamentale, et après je passe la parole à Zacharia qui va rentrer dans le détail data science. Vous voyez, il y a deux méthodes A et B de pré-processing, hein. Comment faire par rapport à ce signal faible pour avoir un modèle qui fonctionne derrière. Donc deux méthodes A et B qu'on va commenter. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, la partie modèle elle-même avec 3 méthodes C, D, E. Et on verra. Je ne vais pas plus loin pour pas dévoiler ce que Zacharia va dire. On va composer le pré-processing avec le modeling. Donc moi, je vais vous présenter les 5 techniques qu'on a pris pour ce projet. Je vais commencer par la méthode A. Pardon. Donc, comme l'a dit Olivier, on est sur un modèle qui est très très déséquilibré. Donc, en partant de ce postulat-là, donc on était parti sur une première version supervisée qui n'a effectivement pas donné succès. Donc là, on s'est orienté sur une partie non supervisée. Mais avant d'aller dans ce sens-là, on s'est dit potentiellement au niveau pré-processing, commencer par rééquilibrer. Donc, on a pris la première démarche qui est de rééquilibrage entre guillemets, qui est SMOT. Donc SMOT, c'est une des techniques d'oversampling en fait, qui va aller alimenter ce qu'on appelle des données minoritaires. Donc ces données minoritaires, donc on va en créer, en imaginant qu'on est sur un graphe, on va créer des petits points autour de nos données minoritaires pour augmenter la taille. On voit un exemple sur... je vais mettre mon petit capteur. On voit un exemple ici, effectivement, avec, si je dis pas de bêtises, la réduction de dimension TSNE qui permet d'avoir ce type de visualisation. On voit effectivement que les boutons rouges qui correspondent à de la fraude qui ont été régénérés. Moi, je vois trop petit. Ouais, c'est ça, initial, et ce qui a été réécrit effectivement, c'est les boutons rouges. Donc ça, c'est un exemple de rééquilibrage de données en utilisant SMOT.
Et on voit, en fait, on vous a illustré un petit peu au niveau de la matrice de confusion en allant à l'appliquer sur un modèle supervisé XGBoost. On part du coup, je crois qu'il y en a au total, j'essaie de le voir, 19 cas de fraude. Donc on voit comment ils sont répartis sur une première version d'XGBoost et en allant optimiser un peu plus par rapport au recall et la précision, effectivement on arrive à un résultat qui est plutôt intéressant, un bon début. Donc on est à un recall à peu près à 68%. Donc c'est déjà intéressant par rapport à la première version qu'on avait fait en supervisé. Donc ça c'était la première. La deuxième technique qu'on a pu essayer, donc c'est avec des modèles génératifs, ce qu'on appelle du GAN. Donc ça, c'est une autre technique de création de données. On imagine un petit peu que SMOT va aller créer des points existants par rapport à un point qui existe. Donc on va en créer. GAN, il va plutôt créer des données en partant entre guillemets de zéro. Quand je dis en partant entre guillemets de zéro, effectivement, il va s'appuyer sur une modélisation. Il va créer en fait des fraudes potentielles et on a la capacité d'aller via des graphiques évaluer en fait la pertinence de cette génération de nouvelles données. Donc ça, c'est la deuxième technique qu'on a pu faire sur cette partie de pré-processing. Et on a pu aussi également la tester en utilisant XGBoost. Et on voit aussi qu'on a un résultat un peu plus intéressant que, entre guillemets, que le SMOT sur cette première étape. Pareil, on a une petite visualisation un petit peu comment ils sont positionnés, en fait, nos données non fraude et nos données fraude. Donc ça, c'était les deux étapes qu'on a pu faire sur la partie pré-processing. Sur la partie modélisation, cette fois-ci, donc on a pris trois approches. La première qui est l'auto-encodeur, donc un réseau de neurones. L'idée ici, c'est d'entraîner effectivement sur nos données non frauduleuses et évaluer effectivement la capacité d'en détecter. Donc on voit un petit peu via ce petit graphique en bas la distribution MSE du coup sur les données labellisées. Et on a essayé de créer une espèce de petite matrice de confusion pour voir un peu ce que ça pourrait donner comme résultat. Donc ça fait partie. Ce qu'on a essayé de faire, c'est tester plusieurs modèles, plusieurs techniques. La technique qu'on a pu utiliser, bon, c'est un peu standard, c'est la détection d'outliers. Donc on a utilisé trois types de modèles, Isolation Forest, GMM et XGBot, qui est une version un peu XGBoost, mais orientée non supervisée. Et chacune, effectivement, a pu être potentiellement intéressante. On a notamment plutôt de bons résultats, si je ne dis pas de bêtises, sur XGBot. La dernière, donc c'est pas forcément une méthode, une modélisation, mais on a utilisé un principe du coup de mesure d'incertitude. On l'a appliqué sur un modèle et l'idée ici, c'est de déterminer la plage de valeurs sur laquelle on peut détecter potentiellement des fraudes. Et donc là, en introduisant cette mesure d'entropie sur un modèle de distribution, on voit effectivement qu'on arrive à définir un seuil sur lequel on peut potentiellement imaginer qu'au-dessus, ça serait potentiellement frauduleux. Donc ça aussi, c'est une autre démarche de détection. Je vais laisser du coup David vous présenter un peu la concaténation de ces différentes démarches. Merci. Donc, jusqu'à présent, là, on a décrit les méthodes un peu une par une. Donc, on avait deux méthodes de pré-processing des data, donc en particulier d'oversampling. Comme on a une classe extrêmement minoritaire, on a besoin de générer un peu plus de fraude pour améliorer notre modèle supervisé. Donc, on a essayé SMOT, on a essayé les GAN. Et trois méthodes qui vont générer plus ou moins des scores qui sont plus indépendants du modèle supervisé. Donc deux modèles complètement non supervisés, l'auto-encodeur, donc qui va juste générer un score
de loss par rapport, enfin de reconstruction loss sur les cas qu'on lui donne, et plus la reconstruction loss est élevée, moins il y a une chance que ce soit un cas qui n'est pas de la fraude. L'outlier detection avec les algorithmes classiques, isolation forest, XGBot comme a décrit Zacharia, et la mesure d'incertitude qui est cette fois-ci liée au modèle XGBoost mais qui va ajouter une information supplémentaire. Donc les mesures dont avait parlé Olivier au début, le recall et la précision, on les suit toujours, mais ce qu'on remarque avec les modèles d'oversampling, c'est qu'on est quand même limité en termes de nouvelles fraudes qu'on va pouvoir détecter. C'est pour ça qu'on combine les deux pour avoir à la fois l'approche supervisée et l'approche non supervisée qui pourrait potentiellement apporter, non seulement améliorer le recall, mais aussi apporter aussi des points supplémentaires. Alors dans cette première approche, on exploite deux techniques, donc l'oversampling et l'auto-encodeur. Et ce qu'on voit dans le graphe que vous voyez ici, c'est les 4 cases de la matrice de confusion à la suite de l'application du XGBoost oversamplé. Et ce qu'on essaye de voir, c'est on essaie de détecter les faux positifs à l'issue du XGBoost. Alors, on a en vert les vrais positifs, donc ils sont très bien, ils ont un score d'erreur élevé. On a en bleu les vrais négatifs, ils ont un score faible. Mais par contre, les faux positifs qui sont en violet et les faux négatifs, alors les faux positifs qui sont en rouge et les faux négatifs qui sont en violet, ils sont tous les deux un peu mélangés. Donc on va avoir du mal à discriminer ces cas qui pourraient potentiellement, enfin qui sont des fraudes mais qu'on ne détectait pas auparavant. Donc avec cette mesure, on n'est pas très satisfait. Donc on explore plutôt la suivante sur la slide suivante. Alors là, cette fois-ci, on va combiner l'oversampling également avec la mesure d'outlier. Donc le score d'outlier qui est généré par les algorithmes décrits précédemment. Et de la même manière, on montre sur ce graphe les 4 cases de la matrice de confusion. Et cette fois-ci, on a une meilleure discrimination entre les cas de fraude et les cas de non-fraude. Notamment, tous les cas de fraude, que ce soit avéré ou non avéré, se retrouvent à droite. Donc c'est ce qui est en vert et en violet. Donc les fraudes qui ont été trouvées par le modèle supervisé en violet et les fraudes en vert qui n'ont pas été trouvées par le modèle supervisé. On a un peu de rouge avant le cutoff qui a été fixé là, mais on a surtout la plupart des bleus qui sont avec des scores peu élevés d'outlier. Donc c'est une mesure qui pourrait être intéressante en complément du modèle supervisé. Et finalement, le troisième modèle qu'on explore, c'est cette fois-ci un mix de 3 techniques. Donc on reprend en fait ce qu'on avait fait auparavant en ajoutant aussi la dimension uncertainty qui est mesurée par l'entropie sur le XGBoost. Et donc cette fois-ci on représente les cas sur un plan avec l'entropie en abscisse et l'outlier score en ordonnée. Et ce qu'on essaye de voir, c'est trouver des zones où on aurait potentiellement assez peu de vrais négatifs et potentiellement des faux négatifs qu'on arriverait à détecter en plus. Donc c'est en jouant un peu sur les frontières entre ces scores d'entropie et ces scores d'outlier qu'on peut arriver à trouver une zone intéressante en termes de risque pour qu'il soit analysé par la suite. Donc là, on a fait un peu le tour des techniques intéressantes qu'on a pu explorer. Je vais relaisser la main à Olivier pour décrire la stratégie utilisée par la suite. Ici, vous avez un slide du coup qui synthétise cette présentation très très dense et technique. On en est assez conscient, mais vous aurez donc les slides pour regarder à tête reposée comment on a
mis en graphe les différentes métriques qui sont plutôt donc en lien avec les matrices de confusion, mais pas que. Hein. Donc il y a ce principe d'incertitude notamment que personnellement j'aime bien dans l'approche. Je vais y revenir. Là, ce qu'on a voulu montrer, c'est le chaînage, hein, tout simplement. En partant du petit bonhomme, ce qu'on se dit, et aussi parce qu'on en a une expérience assez forte, on va quand même s'appuyer sur les bons vieux modèles supervisés qui vont donc déjà nous faire un premier niveau donc, de fraude ou pas qu'on va pouvoir donc calibrer en fonction de nos besoins. Les besoins en question, ils sont doubles, hein, c'est recall et précision au niveau des deux métriques. Celui qui est une fois qu'on a fait tous ces travaux de data science, vraiment important au niveau donc, de la conduite du changement et donc quand on va passer industrialiser, c'est listing de prestations en cours avec nos prédictions. Il faut vraiment que le pôle antifraude s'y retrouve et donc ne travaille pas pour rien parce que sinon ils vont se fatiguer et notre modèle va être rejeté. Donc c'est vraiment, ça fait des années qu'on le sait, hein, mais vraiment j'insiste là-dessus. On fait en sorte de donner des informations, des estimations, des scores, des métascores et des choses comme ça, de qualité à notre pôle antifraude parce que c'est vraiment ça qui est central. Donc sur la base de ce supervisé, vous voyez, donc ça se sépare en deux. Quand le supervisé dit OK, ça va dans mon fichier que je vais transmettre à mon pôle antifraude. Pour ce qui est non fraude, j'essaye, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, on apprend avec ce qu'on a réussi à trouver. Donc on a un biais évident. Ce que je n'ai pas réussi à trouver, forcément le modèle il le voit moins bien ou alors il ne le voit pas du tout. D'où l'approche non supervisée et donc les méthodes qu'on vous a présentées ici. Là je suis dans la partie haute. Hein. Si je n'ai pas une prédiction positive sur un modèle supervisé, je rentre dans la boucle donc outlier, incertitude, etc. Pour avoir un deuxième niveau de sinistres qui vont être topés comme suspicieux, que je vais donc aller passer à mon pôle antifraude. Et c'est ça qu'on est en train de driver d'une façon la plus fine possible. Alors vous avez vu, on n'a pas des grands nombres non plus. Par ailleurs, donc nos équipes antifraude ont une capacité de traitement. Donc c'est une personne va faire une cinquantaine d'investigations par semaine, et on n'a pas non plus des services de dizaines et dizaines de personnes. Donc encore un argument pour dire qu'on doit aller donc vraiment trier, parce que tout ça finalement est du triage, trier donc les prestations qui doivent être investiguées avec le plus de valeur ajoutée derrière, c'est-à-dire donc trouver de la fraude. Et on en trouve déjà, hein, ça on ne l'a pas dit en introduction, avec les requêtes, avec les règles simples qu'on a mis en place, hein, la fraude donc économisée se chiffre déjà donc en millions d'euros, et du coup ce qu'on a pour objectif c'est de doubler donc ces KPI là donc de fraude détectée et avérée. La matrice que l'on n'arrive pas à lire ici, si, comme ça j'arrive à la lire, a donc des scores assez exceptionnels, hein, si vous arrivez à lire la ligne du haut, donc ce sont les prédits. On a donc, vous vous rappelez, 19 fraudes, ça c'est dans l'échantillon de test, et là le modèle il en trouve 18, donc 18 sur 19, hein, ça fait plus de 90%. Le taux de succès du modèle est excellent. En revanche, vous voyez qu'on a quand même pas mal de faux positifs, hein, 400 et quelques, 432. Enfin, c'est juste pour l'exemple, hein, donc on pourrait donc calibrer ça comme on souhaite. Là, c'est la matrice qu'on a choisi de vous donner. Donc le recall est très très bon, la précision est moins bonne, et du coup là, je me mets en danger par rapport à mes gestionnaires. Donc ça, on fera très attention. Et ce qui nous intéresse dans les 432 faux positifs, c'est qu'on se dit que ces faux positifs, le modèle, il est donc artificiel, mais il fait pas ça non plus au hasard, et du coup, c'est quand même des profils qui sont similaires à la fraude avérée, et peut-être que dedans, il y a de la fraude qu'on va réussir à détecter, et ce qu'on n'arrivait pas à faire dans le passé, parce que l'enjeu est vraiment là, de transformer à l'intérieur des faux positifs, trouver des futures fraudes avérées qui vont donc ensuite retourner dans le modèle en repassant par la case départ du modèle supervisé où il y aura plus de targets que les targets donc historiques que j'avais pu retrouver. Ma phrase est un peu longue, mais je pense que c'est clair, j'espère.
Sinon, vous me poserez des questions. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? Je l'ai pas, enfin si, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais donc je le répète, dans le 432, moi ce qui m'intéresse des faux positifs, c'est regarder, donc scorer cette faux positivité, si je peux m'exprimer ainsi, via donc l'entropie qui a été citée tout à l'heure, avec donc ce score d'incertitude qui va me permettre quand même d'avoir plus d'arguments pour dire que ce faux positif, finalement, c'est peut-être pas un faux positif, mais un vrai positif. C'est ma conclusion, mais c'est pas moi qui conclue. Je repasse la parole à David. Voilà, on est nous dans un process où on travaille maintenant avec il faut qu'on passe maintenant la conduite du changement avec le pot d'antifraude sur la base de ces modèles, donc assez techniques, assez compliqués, mais on a des métriques qui sont elles assez, très claires. Ouais. Donc l'étape suivante, une fois que la stratégie est définie, est de passer à l'industrialisation. Comment mettre en place les processus pour que on puisse générer les cas de fraude selon le modèle supervisé, les cas de fraude, les cas suspicieux en tout cas, et itérer là-dessus pour que l'analyse puisse se faire par les investigateurs avec toutes les informations suffisantes pour les comprendre. Donc dans la plateforme Dataiku, on a mis en place une interface qui permette d'itérer un peu sur les nouvelles datas qui arrivent, pouvoir les scorer, fixer les seuils un peu arbitraires, mais les seuils qui peuvent être manipulables par les analyses, parce que par exemple sur une semaine, sur un mois précis, on a peut-être plus de bandes passantes, on a la possibilité de générer plus de fraude. Alors plus de cas à analyser, on pourra jouer sur ces seuils pour potentiellement augmenter ça et faire en trouver via d'autres métriques que celle simple 1 ou 0 qu'on avait avec le modèle supervisé. Et puis par la suite construire des analyses post-investigation pour vérifier la pertinence de ces métriques un peu nouvelles qui ont été mises en place et qu'on va pouvoir vérifier via des analyses univariées, multivariées et qui pourront être partagées facilement entre les investigateurs et les équipes d'analyse dans la Data Factory. Voilà, je pense qu'on a tout dit sur... je ne sais pas si tu veux un petit mot de conclusion, Olivier. Ça va être simple, ça va être de vous remercier, donc si tu as encore un truc à dire... Non, c'est bon, merci à tous. Place aux questions, si vous en avez. Technique, hein, c'est pour Zacharia. Bonjour à vous, merci pour votre présentation. J'avais une question sur le biais potentiellement introduit par le fait de n'avoir que 19 sinistres réels, dans le sens 19 cas de fraude avérés, sur une base de données de plus de 10 000 lignes, et notamment l'impact que ça peut avoir sur que ce soit le surapprentissage ou un quelconque biais dans les métriques réalisées. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez considéré dans l'approche On fait une réponse de groupe, je commence, je ne sais pas si vous me compléterez. Alors la réponse est oui, on l'a vu dès le début, et moi je me souviens donc à l'époque je n'y croyais pas beaucoup d'avoir des modèles qui arrivent à me prédire des choses sur un signal à 0,2-0,5%, d'où les techniques d'oversampling, smooth, etc. Et finalement on a des résultats qui tiennent la route. Zacharia l'a dit, donc là on vous a présenté une étude sur une partie de nos sinistres. Par ailleurs le 19 c'est l'échantillon test, donc sur l'apprentissage il y en a plus du double, mais bon ça reste un signal très faible. On a vérifié des stabilités et derrière, au-delà de la technique qui nous paraît donc assez poussée et satisfaisante. L'enjeu, moi je le répète toujours, il est maintenant au pôle antifraude. C'est au gestionnaire
Derrière, on vérifie, on n'en a pas beaucoup parlé, hein. J'ai cité un petit peu les variables qui rentrent dans les métriques, hein, de la direction financier risque et qui sont déjà donc mises en place d'une façon très mécanique. C'est pas mal de bon sens, hein. Il y a l'âge, il y a donc, on regarde les mouvements d'augmentation de garantie dans un passé proche, enfin des choses comme ça. Et on regarde aussi donc les métriques qui ressortent comme explicatives et on voit donc en discutant avec le pôle antifraude que ça a du sens. Voilà, donc ça fait partie de l'adoption. Et après, il y a aussi un autre phénomène intéressant, c'est que quand un gestionnaire cherche, il peut trouver. C'est le cas. Merci. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Je pense que c'est là où vient aussi l'intérêt des méthodes non supervisées, c'est-à-dire que de ce point de vue-là, il n'y a pas de risque d'oversampling, et donc on va chercher dans des dimensions un peu différentes, avec l'espoir d'augmenter la base de fraude et de la diversifier un maximum, avec justement ces méthodes qui sont assez indépendantes. Bon, elles utilisent les mêmes données, mais elles ont des approches complètement indépendantes de l'approche initiale. Et on va pouvoir rendre plus robuste au fur et à mesure des itérations le modèle grâce à ça. Moi, je voulais juste rajouter 2 remarques. La première, effectivement, c'est que quand on a fait un modèle supervisé, donc on a eu des résultats catastrophiques. C'était le premier slide qu'avait présenté Olivier. Et la deuxième chose, effectivement, et on a vu aussi quand on a utilisé du GAN, on pensait que ça allait être innovateur, donc aurait des très bons résultats, mais non, en fait, c'est pas la stratégie qu'on a pris. On a pris du SMOT, et du coup, c'est l'approche qui nous a donné plutôt une bonne satisfaction par rapport aux résultats. Merci. Peut-être revenir sur la planche 14, ce sera peut-être plus simple pour poser ma question. Donc si je comprends bien le modèle, ce qui fait c'est que dans un premier temps, il y a quelque chose de supervisé qui dit est-ce que c'est une fraude, est-ce que c'est pas une fraude, et si c'est pas une fraude, là on va chercher de l'outlier detection et dire c'est soit suspicieux, soit je considère que c'est pas de la fraude. Dans la matrice de confusion que vous mettez ici, vous considérez comme prédit de la fraude, ce qui est à la fois suspicieux et sorti comme frauduleux par le modèle supervisé, c'est ça? C'est la partie, effectivement, ouais, c'est la partie haute, du coup uniquement sur la matrice de confusion. D'accord. J'avais une autre question, c'était par rapport aux données que vous utilisez. Est-ce que vous avez la donnée de est-ce que c'est un sinistre que les gestionnaires ont considéré comme frauduleux et qu'ils ont demandé à expertiser ou pas? Alors, oui, on aurait dû parler de tout ça parce que la constitution de la base labellisée, enfin des fraudes avérées, c'est tout un sujet. C'est-à-dire que on a, il me semble qu'il y a beaucoup de fraudes qui sont un peu sur, enfin c'est pas de la dénonciation, mais c'est des gestionnaires qui en expertise vont trouver de la fraude, enfin, vont repérer du suspicieux de par leur propre expertise. On a des comportements, c'est pour ça que je disais dénonciation, qui sont vraiment donc anormaux. Il y a eu aussi donc, des résultats qui viennent des requêtes. Donc c'est l'accumulation de ces 3 phénomènes-là dans le temps qui nous a permis de construire ce dataset labellisé. C'est ça. Et il est effectivement labellisé par rapport à des fraudes avérées. On a effectivement un registre des potentielles fraudes ou des fraudes qu'on n'a pas pu, effectivement, que les gestionnaires n'ont pas pu confirmer comme étant de la fraude. Donc ça, on a pris le principe de prendre uniquement ceux qui sont vraiment avérés et ce qui en arrive avec un vrai déséquilibré. De mémoire, je pense qu'on dépassait les 200 ou 300 avec potentielle fraude. On avait les deux possibilités, mais on a pris le choix de prendre des fraudes avérées. En fait, la question que je me pose, c'est le 432 ici que le modèle prédit, mais qui a priori ne sont pas de la fraude, mais ayant une forte suspicion. Potentiellement, c'était déjà des sinistres que les gestionnaires auraient pu identifier comme étant une potentielle fraude et avoir demandé une expertise et n'ayant pas réussi à le prouver.
Potentiellement, oui. Voilà. Et donc au final, même s'il y a une précision qui est assez élevée, il faudrait voir quel gain ces algorithmes donnent par rapport à ce que les gestionnaires, eux, font déjà. Tout à fait, effectivement. Après, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'il y a une démarche aussi du réseau en question pour... il y a des livrets de gestion de fraude, il y a des formations qui sont faites auprès des gestionnaires, effectivement. Et ça pourrait être intéressant d'évaluer la pertinence du modèle par rapport à ce que peut faire un gestionnaire qui a un dossier sous la main, qui connaît tous les principes, effectivement. Après aussi, la particularité de GGV avec son positionnement, c'est que un gestionnaire ne fait pas partie du réseau qui a vendu le produit aussi. Donc ça fait un peu où un gestionnaire n'est pas parachuté, mais prend un dossier. Donc il n'a pas la totalité des informations. Aujourd'hui, par rapport aux libellés, on n'en a pas parlé. Les libellés, les labels, en fait les données qu'on a utilisées, les variables qu'on a utilisées, il y a aussi des variables par rapport à la personne, par rapport au client. Et ces éléments-là, l'un gestionnaire ne voit pas la totalité, effectivement. Il y a des formations qui sont faites pour qu'il puisse évaluer ces genres de choses. Et aujourd'hui, c'est l'apport de notre modèle, c'est aller chercher ces différentes données, l'historique des données de nos clients. Je vous en prie. Non, je voulais vous remercier. Et oui, je voulais compléter parce que la question, elle ouvre en fait le mode opératoire derrière. C'est-à-dire que ici, vous avez des modèles construits sur le passé. Donc effectivement, on en fait plein de choses, etc. Et puis on en déduit des règles que après on va industrialiser, donc notamment donc avec le process SIQ qui a été mentionné. Là, dans le futur, ce sont des sinistres prestations que l'on ne connaît pas encore. Donc, dans le fichier qu'on va passer au pôle antifraude, il y a toujours les requêtes historiques qu'ils ont déjà. Il y a les requêtes IA. Il y aura une intersection entre les deux, donc tout ça va être donc topé comme étant requête historique, requête IA, donc les deux. Et le gestionnaire ensuite il va trier par l'importance du montant pour aller donc orienter ses travaux. Et c'est en ça qu'on ne peut pas répondre à la question, parce que je ne vais pas me remettre dans le passé pour aller faire un ASIF, j'avais regardé avec le modèle. Merci beaucoup pour la présentation. Il y a deux choses que je n'ai pas très bien compris. L'entropie que vous introduisez pour mesurer l'incertitude, comment vous faites pour évaluer l'entropie sur un seul point? Du coup, pour avoir, enfin, ça, j'ai pas compris. Si vous pouviez m'éclairer là-dessus, ça serait bien. Ouais, moi non plus, j'ai pas compris. Ouais. Tu mesures la distribution de la pseudo-proba des deux classes qui sortent de ton modèle, point à point. Ça te donne une idée en fait de l'entropie. Donc c'est une entropie juste avec un point, quoi. Ah, point à point. En fait. Tu sors une incertitude en entropie, point à point. Ok. Une distribution. Et ensuite de ça, tu déduis la distribution de ton modèle. D'accord, je vois. Ok, simple, essentiellement efficace. Ok. Merci. Il nous reste quelques minutes pour une ou deux dernières questions, si vous en avez. Oui, merci pour votre présentation, elle est très claire. Moi j'avais une question, alors pas technique mais métier, dans les éléments qui sont transmis aux gestionnaires, alors du coup que ce soit sur les requêtes historiques ou sur les requêtes IA ici, est-ce que les gestionnaires sont en demande aussi d'éléments qualitatifs sur qu'est-ce qui a fait que cette ligne-là, dans mon fichier, est sortie en positif? Ou alors est-ce que c'est juste du 0 et du 1 et vas-y, fais ton analyse comme tu as l'habitude de faire, cher spécialiste? Non, on les traite bien, on leur donne aussi des informations sur pourquoi on remonte l'information. Je ne vois pas la personne qui a posé la question, mais voilà. Non, on leur donne 2-3 variables, et puis c'est vraiment une itération, enfin on est entre nous, c'est nous collectivement avec le pôle antifraude qui décidons, c'est eux qui nous disent, moi je veux ça, et on leur donne. Hein, donc on donne de l'information, donc régionale, âge, CSP, enfin un petit peu d'infos qui peuvent les aider à entamer leurs investigations. Après, le réflexe, la première fois, c'était de se dire vos résultats par rapport à nos critères.
Ça, c'était le premier réflexe. Après, nous, on a essayé d'élargir ce point-là et leur dire, voilà, il y a plusieurs autres facteurs. Et aujourd'hui, du coup, l'idée, c'est de leur fournir plusieurs autres facteurs, même s'ils ont toujours le réflexe de revenir à leurs critères aujourd'hui. Du coup, c'est notre combat pour valider le modèle. Merci pour la présentation. Est-ce que parmi tous les cas que vous remontez à la cellule antifraude, ils arrivent au bout du bout à trouver des éléments probants pour démontrer la fraude? Pour une fraude avérée, il faut qu'il y ait de l'élément probant. Après, alors c'est pas notre métier ici. Ce que je sais, enfin la réponse est oui a priori. Ce qu'on sait aussi, c'est que sur des suspicions, un courrier, un appel au client peut faire que la prestation se retire d'elle-même. Il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais pour passer d'une fraude, enfin d'une prestation d'engagement assureur à une fraude avérée, il faut de l'élément probant, oui. Non, merci pour la présentation. Et aujourd'hui, vous arrivez finalement à économiser combien en termes de fraude avec votre système? Alors, plusieurs millions, mais ça ne veut rien dire, ça dépend de la taille du réseau. Et du coup, là, sur le réseau en question, qui est, je ne sais pas, c'est 450 commerciaux, je ne vais pas me lancer dans un pourcentage. Le chiffre que j'ai, c'est 5 millions sur un département, donc relativement consistant, mais qui n'est qu'une partie des réseaux de Groupama. C'est un réseau spécialisé. Donc ça commence à être des montants intéressants. En tout cas, le ROI est largement positif. Oui. Oui, bonjour. Quand on travaille sur les cas de fraude, parfois on me dit mais ça c'est pas de la fraude mais c'est de l'abus. Donc je sais que la frontière est parfois un peu fragile. Et est-ce que c'est aussi des choses qu'on peut regarder parce que du coup même si on peut pas le qualifier de fraude, c'est peut-être un moyen d'adapter ses conditions contractuelles, etc. Je ne sais pas si on sait répondre, mais je n'ai pas le sentiment qu'on ait fait ça. On a plutôt travaillé sur de la... Je suis d'accord, la frontière, elle n'est pas... Elle n'est pas toujours simple. Hein. Moi, des fois, oui. Okay, enfin bon, il est allé 15 fois, c'est de l'abus, on veut bien, mais... La vision assureur, la vision client n'est pas forcément la même, etc. Mais sur la vision assureur, donc, je ne crois pas qu'on ait essayé d'aller sur cette frontière-là. On est vraiment sur de la fraude, là, il me semble. Voire même dans nos échanges avec l'équipe fraude, c'est qu'on ne parle pas de fraude mais de potentielle fraude. Donc tant que ce n'est pas avéré, on parle de potentiel. Merci pour la présentation. Petite question, est-ce que vous, du coup, dans votre process que vous avez montré là sur la dernière slide, vous recollectez en fait ce que les gestionnaires ont topé comme dans le fichier que vous leur avez envoyé? Il y a forcément des faux positifs. Est-ce que du coup, vous relabellisez votre base pour la réinjecter après pour améliorer vos modèles? C'est un process qu'on n'a pas encore fait effectivement, mais ça fait partie des choses qui sont dans le pipe. Aujourd'hui, nous, quand on échange avec eux, ils ont un outil dans lequel ils mentionnent tous ces potentielles fraudes et dans lequel il y a deux colonnes, une colonne fraude avérée et une potentielle fraude. Et là, effectivement, à partir de là, si c'est un élément qui leur paraît pertinent, donc ils le mettent dans cet outil-là. Et on peut suivre pour voir est-ce que c'est vraiment ils ont pu le faire ou ils ne sont pas en mesure de le valider, même si ils ont potentiellement, ils sont confiants sur que ça soit de la potentielle fraude. C'est l'outil aujourd'hui sur lequel on travaille, mais sur la partie effectivement pour la suite, ça fera partie des choses qu'on travaillera dessus en 2024. Les résultats qu'on vous présente ici sont quand même à chaud. Hein. On est au début donc, de ces requêtes IA, d'où la slide ici d'industrialisation. On a industrialisé la partie inférence pour pouvoir scorer à la volée des prestations en cours et puis les trier pour les passer au pôle antifraude. L'étape 2, c'est industrialiser le modèle pour faire des refresh de modèles. Mais on ne fera pas ça avec une fréquence énorme. Hein. 2 fois par an peut-être. Mais...
Vous avez le droit à des questions, mais j'en profite pour remercier aussi de nouveau DataIQ et Nova qui nous a accompagnés, 2 experts Machine Learning Data Science sur ce beau projet pour nous. Si vous avez encore des questions, nous restons. Dernière question. Merci pour cette présentation. Je m'excuse, je vais poser une question qui n'est pas trop data science et qui est peut-être naïve, mais les montants que vous avez annoncés, 5 millions, ce sont des montants de pertes constatées ou de récupération? Enfin, c'est quoi la métrique en fait? On dit c'est 5 millions de fraude, mais... De prestations non réglées, parce que fraude. Refus de régler en disant c'est... Oui, le mot refus, je ne sais pas, mais c'est un refus. Mais on suspend le règlement. La prestation n'a pas lieu d'être parce que l'engagement n'est pas actif. D'accord, merci. C'est naïf, hein, mais je suis désolé. Je ne connais pas bien le domaine, donc c'est une question... merci. Nous ne sommes pas non plus des experts de la fraude. Hein. On travaille avec eux. Merci à tous.